OK. Alors, je vais recommencer, je veux commencer par une figure qui montre le métabolisme en général. Un substrat comme le glucose est métabolisé tout d'abord au niveau cytosolique dans la glycolyse, puis rentre dans la mitochondrie pour être métabolisé dans le cycle de Krebs, et puis dans la chaîne respiratoire de la mitochondrie. J'ai agrandi cette chaîne respiratoire qui, comme vous le savez tous, est composée de 5 complexes différents, et il y a aussi un gradient de protons qui finalement sert à produire de l'ATP. Pour résumer tout ça, on commence par l'oxygène qui est métabolisé en eau, et de la même façon, l'ADP est transformé en ATP, et ce côté-là, c'est la respiration, et de l'autre côté, c'est le travail, et ce n'est pas forcément seulement le travail mécanique, mais aussi un travail de synthèse. En fait, tous les mécanismes qui exigent de l'énergie. A priori, tout ça, c'est vrai aussi pour les cellules immunitaires, mais il y a quand même une différence parce que la contribution des différentes parties des voies du métabolisme énergétique sont spécifiques pour les différentes cellules en question. Par exemple, les granulocytes et les macrophages type 1, M1 utilisent de façon préférentielle de la glycolyse aérobique, tandis que les différents lymphocytes type naïve, memory regulator, des monocytes et des macrophages M2 sont de préférence dépendants du cycle de Krebs et de l'oxydation, de la phosphorylation oxydative. Les cellules T effecteurs utilisent le tout. Est-ce qu'on peut retrouver ce genre de données chez l'homme et ou dans les modèles animaux? Oui, nous on l'a fait dans un modèle porcin d'hématome aigu sous-dural, et on voit bien la consommation d'oxygène au niveau des mitochondries est beaucoup plus importante dans les cellules type BBMC par rapport aux granulocytes, et même dans le temps, la consommation mitochondriale d'oxygène au niveau des granulocytes n'a pas vraiment bougé de façon très importante. Ceci est quand même différent quand on a rajouté un choc hémorragique dans le même modèle, mais vous voyez bien que l'activation des PBMC et des granulocytes, ici en rouge, a entraîné une augmentation très importante de la consommation d'oxygène au niveau mitochondrial, mais indépendamment du temps, cette consommation d'oxygène était beaucoup plus importante dans les PBMC que dans les granulocytes. Alors, jetons un coup d'œil de façon plus détaillée sur les modes de production d'énergie dans les différentes cellules. Les granulocytes et les macrophages type 1, M1 dépendent essentiellement de l'état Warburg, c'est-à-dire de la glycolyse aérobique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont essentiellement dépendants de cette première partie de l'utilisation d'un substrat. Mais ce n'est pas, et ça c'est le trait caractéristique de l'état Warburg, ce n'est pas le déficit en oxygène, mais il y a suffisamment d'oxygène présent. Ces cellules aussi sont très actives au niveau du champ de pentose pour produire des pH. Les cellules T-cell effecteurs utilisent les deux voies de production d'énergie, à savoir
la glycolyse aérobique et la phosphorylation oxydative. Les autres cellules T-cell ainsi que les macrophages M2 rajoutent, si on peut dire comme ça, aussi l'oxydation des acides gras comme substrat pour la phosphorylation oxydative et dans l'occurrence aussi beaucoup de glutamine. Est-ce qu'il est techniquement possible de différencier cette utilisation variable de substrat? Oui, c'est tout à fait possible par une technique de marquage en isotope stable, c'est-à-dire on utilise un marquage de glucose ou de la glutamine avec 13C, c'est-à-dire c'est une méthodologie qui dépend des isotopes stables, non réactifs à différents niveaux de la molécule. Ceci dit, on a utilisé cette même technique dans le modèle que je viens de décrire, c'est-à-dire l'hématome aigu sous-dural, et vous voyez bien que les PBMC utilisent de façon préférentielle la glutamine par rapport comme source d'énergie par rapport au glucose. Alors, pour faire une figure qui décrit cette situation, on a les cellules immunitaires qui sont au début dans un état de quiescence par rapport à l'activation et ils passent d'une contribution différente de la phosphorylation oxydative par rapport à la glycolyse. Quelle est l'idée pourquoi est-ce que cette plasticité métabolique existe? C'est la nécessité de produire très vite de l'ATP, mais au déficit du rendement de l'énergie, parce que vous savez bien que la phosphorylation oxydative a un rendement d'environ 30 mol d'ATP par rapport à 2 à 3 seulement la glycolyse aérobique. Ce que je viens de dire n'est pas seulement vrai en fonction des cellules différentes, mais aussi dans le temps. Vous avez ici au début un défi immunitaire, c'est-à-dire les cellules sortent de l'état de base et donc il y a une augmentation de la partie glycolytique qui dans le temps, dans l'adaptation métabolique disparaît en fonction de la phosphorylation oxydative. Ceci est montré encore une fois pour les cellules T CD8 positifs dans le temps, c'est-à-dire au moment de l'activation dans les 2 premiers jours, il y a une énorme composante de glycolytique qui disparaît dans le temps pour être remplacée par l'oxydation des acides gras. Alors, pour résumer cette partie est différente, la spécificité en fonction du type cellulaire. Nous avons les granulocytes, les monocytes dans leurs 2 états d'activation et les lymphocytes. Et nous avons les différentes sources de la production d'énergie, c'est-à-dire la glycolyse aérobique par rapport à la phosphorylation oxydative. La contribution de ces 2 sources différentes sont à peu près bien équilibrées dans les monocytes en général, mais en fonction de leur état d'activation, cette contribution est variable.
Les neutrophiles, c'est-à-dire les granulocytes, dépendent essentiellement de la glycolyse, tandis que les lymphocytes, en fonction du temps, dépendent essentiellement de la phosphorylation oxydative. Est-ce que c'est important, cette façon de produire de l'énergie? Oui, tout à fait. Sébastien avait déjà montré cette étude de Belikova du groupe de Didier Payen qui montre, par exemple, dans les PBMC isolés que dans l'état de base, les cellules des échantillons des malades sceptiques avaient une consommation d'oxygène au niveau de la mitochondrie plus importante que chez les sujets sains, des volontaires sains, mais les volontaires sains avaient une réserve, une capacité d'être stimulés nettement plus importante que les échantillons des malades sceptiques. Cette différence disparaissait au fur et à mesure dans le temps et la capacité de restaurer cette différence était liée à la mortalité, c'est-à-dire chez les malades qui avaient la possibilité de récupérer, de restaurer leur réserve de capacité mitochondriale, avaient plus de chances de survivre. Ceci se montre aussi dans une approche un peu différente au niveau méthodologique. Chez les sujets sains, le découplage de la respiration mitochondriale révélait une certaine réserve de consommation d'oxygène qui n'existait plus chez les malades sceptiques. Alors, cette plasticité métabolique est aussi importante pour la fonction des cellules immunocompétentes. Ceci est une étude chez des volontaires sains chez lesquels on a perfusé de l'endotoxine et les cellules étaient exposées à de l'endotoxine. Et les cellules chez les sujets qui avaient déjà eu une exposition à l'endotoxine avaient moins de plasticité métabolique, une réponse de production cytokine réduite et une production de radicaux d'oxygène réduite de la même façon, ce qui résultait dans une bactéricidie moins importante. Ceci me ramène aux radicaux d'oxygène. Je vous ai montré tout à l'heure cette diapo, mais j'avais exprès enlevé cette partie-là, c'est-à-dire les endroits où il y a une production de radicaux d'oxygène de source mitochondriale. Vous voyez bien que à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau du complexe 1 et 2, ainsi qu'au complexe 3, il y a une petite source de radicaux d'oxygène qui, si le radical d'oxygène réagit avec le NO, produit du stress nitrosatif. Alors, pour compléter la figure de résumé que je vous ai montré tout à l'heure, il y a non seulement la métabolisation de l'oxygène vers l'eau et de façon parallèle de l'ADP à l'ATPH, mais aussi en même temps, et ça c'est une chose qui existe toujours, une production simultanée en radicaux d'oxygène.
Cette production de radicaux d'oxygène comprend environ 1 à 3% de la consommation totale d'oxygène au niveau des mitochondries. Et en même temps, plus la cellule travaille, plus elle produit des radicaux d'oxygène. Ceci d'ailleurs pose la question du rôle de la fièvre. Parce qu'évidemment, une augmentation de la température va augmenter, accélérer l'activité énergique et de la même façon de la production d'oxygène, ce qui, par conséquent, évoque la question, est-ce qu'il faut traiter ou ne pas traiter ou bien contrôler la température parce que de façon indirecte, grâce à une réduction ou une augmentation de température, on pourrait modifier la production des radicaux en fonction de la consommation d'énergie totale. Cette production radicalaire se retrouve aussi de façon différente en fonction du type de cellule. Je vous ai montré au niveau qu'il y a que la contribution de la phosphorylation oxydative est différente entre les granulocytes et les PBMC. Je vous rappelle que cette partie mitochondriale est plus importante dans les PBMC. En ce qui concerne la production radicalaire, c'est tout à fait l'inverse. Dans le modèle que je vous ai montré tout à l'heure, la production radicalaire des granulocytes était beaucoup plus importante que dans les PBMC. Ici, c'est la production des superoxydes et du côté droit, c'est la concentration en peroxyde. Est-ce que c'est quelque chose de dangereux ou pas? Ici, on se retrouve avec la qualité, si vous voulez, de la qualité négative et positive des radicaux. Il est tout à fait clair que la production des radicaux par les mitochondries peut engendrer une dysfonction lymphocytaire. Alors, dans ce cas-là, on pourrait dire que le stress oxydatif a un effet délétère parce que le résultat en est une production, une réponse de cytokine réduite. Néanmoins, vous savez tous que la production radicalaire des cellules immunocompétentes est essentielle pour la défense antimicrobienne. Ceci a été démontré dans ce travaux ici qui montre que effectivement un stress par l'endotoxine réduit la production radicalaire des cellules qui en même temps entraîne une déactivation de la bactéricidie, ici en ce qui concerne Candida albicans. Alors, nous sommes confrontés à une dichotomie concernant les radicaux. Nous nous retrouvons dans un environnement riche en oxygène et par conséquence est dû au fait que la production des radicaux est une partie essentielle du métabolisme énergétique. Il est peu probable qu'une disparition des radicaux est possible et en plus, cette approche est probablement même délétère. Alors, comme dit Sheldon Magda, nous sommes obligés de modifier et non pas de complètement faire disparaître les radicaux. Ceci me ramène à des
des interventions thérapeutiques potentielles. La première approche que je vous cite, c'est l'utilisation de la thiosulfate. Pour quelle raison? Vous savez tous que c'est un précurseur de la glutathione et en même temps un précurseur de l'hydrogène sulfuré. L'hydrogène sulfuré, malheureusement, a deux effets potentiels sur la respiration mitochondriale. Vous savez bien que c'est un inhibiteur toxique du complexe 4, mais en même temps, et ça se montre ici, c'est en petite dose, l'hydrogène sulfuré peut même augmenter l'activité mitochondriale grâce au système SOU. Nous avons testé cette molécule dans un modèle porcin qui a été publié tout récemment et à 3 points différents, nous avons obtenu des PBMC et des granulocytes. Et ce que vous voyez ici sur le plan gauche, ce sont les résultats pour les PBMC par rapport aux granulocytes. Vous voyez bien que heureusement, il n'y avait pas eu d'effet toxique, d'effet inhibiteur de thiosulfate sur la respiration mitochondriale, ni dans les PBMC, ni dans les granulocytes. Et cet effet nul était pareil en ce qui concerne la production radicalaire dans ces cellules. Une autre approche thérapeutique qu'on vient d'explorer, c'est une augmentation de la PO2 artérielle par une hyperoxie bien définie, c'est-à-dire dans un modèle d'hématome aigu sous-dural. On a titré des POAO2 artérielles quasiment normales par rapport à une hyperoxémie modérée et les approches méthodologiques étaient pareilles comme je les avais décrites juste avant. C'est une diapo relativement compliquée. Les données ont été présentées déjà lors de la journée des jeunes chercheurs au début de cette année. Nous avons testé 2 souches de cochons différents, une série de cochons avec maladie coronarienne sous-jacente par rapport à une souche sans maladie vasculaire chronique. Et vous voyez bien, en dépit du fait que l'hyperoxémie percée devrait augmenter la charge en radicaux d'oxygène, il n'y avait aucun effet délétère sur la respiration mitochondriale, ni au niveau des PBMC, ni au niveau des granulocytes, et ceci était vrai pour les 2 souches d'animaux testés. On a retrouvé le même résultat relativement important, c'est-à-dire dans le contexte qu'une hyperoxie modérée n'a a priori pas d'effet délétère au niveau de la production radicalaire, ni dans le sang total, ni dans les différentes cellules étudiées. Avec ceci, je peux résumer mon topo dans le sens que les cellules immunocompétentes ont une plasticité métabolique importante qui est différente par rapport au type de cellules et différente dans le temps. Et il y a éventuellement dans le futur des approches thérapeutiques dans ce sens-là. À ce point-là, j'aimerais bien vous remercier de votre attention et mon groupe parce que toutes ces analyses ont été faites par d'autres personnes et qui m'ont donné la possibilité de les présenter ici. Merci beaucoup.